Radio Vissou. Votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Bonjour, Roland, votre compagnie avec Yves à la réalisation. Eh bien, aujourd'hui, c'est une émission littéraire à l'écoute des livres un peu spéciale car il n'y a uniquement qu'une interview, mais nous avons la chance d'avoir l'auteur dans le studio et de plus, il vient en voisin. Hervé Devred, bonjour. Bonjour Roland et merci de m'accueillir. Alors, si je dis que vous êtes voisin, parce que vous habitez à Antony, tout simplement. Oui, j'habite à 2 km d'ici. Très bien, de toute façon, ça va permettre de faire un peu plus connaître Radio Vissou sur Antony, pourquoi pas. Bien, vous êtes donc auteur déjà de plusieurs romans, mais ce n'était pas votre métier premier. Non, j'ai commencé comme ingénieur dans l'industrie. Et vous savez, le métier qu'on fait n'est pas forcément celui qu'on rêve de faire quand on est enfant. Comme je viens du Nord, à l'époque, il fallait aller dans l'industrie et il n'y avait pas de boulot dans le Nord. Donc je suis venu à Paris. Et à la retraite, j'ai enfin pu me consacrer à mes passions. Alors mes passions, c'est l'histoire, c'est l'écriture. Je fais aussi du chant choral. C'est dommage que notre monsieur cinéma ne soit pas avec nous aujourd'hui, car il fait également partie de la chorale de Vissou. Vous avez publié déjà plusieurs romans, mais nous allons parler plus précisément de deux d'entre eux aujourd'hui. Alors, il y en a un dont le titre est « Folles années, le difficile art d'aimer ». Alors, c'est paru dans une maison d'édition qui s'appelle Nombre 7. Oui. Alors, c'est une maison d'édition que je ne connaissais pas jusqu'alors. C'est une maison d'édition qui se trouve pas tout à fait sur la Côte d'Azur, plutôt du côté de Narbonne, je crois. Ah oui, effectivement. C'est donc pas du Nord comme vous. Non, pas du tout. Et le second roman dont nous allons parler, c'est La Poulette et le Boulanger. Et ça, c'est paru au Lys Bleu. Alors, le Lys Bleu, c'est un peu plus connu car on trouve assez souvent sur certains sites des publicités pour les ouvrages du Lys Bleu. Et on peut dire que si vous avez découvert Radio Vissou, c'est un petit peu... Ce n'est pas ici, c'est à Chinon. C'est quand même assez curieux. Oui, si vous pouvez expliquer. Eh bien, j'ai assisté, je suis allé au Salon du Livre de Chinon il y a quelques semaines et j'ai rencontré un auteur qui était d'ailleurs mon voisin. Vous pouvez donner son nom si vous l'avez encore en tête. Non, vous l'avez plus en tête, c'est pas grave. Mais c'est quelqu'un qui a été un invité de Radio Vissou. Oui, voilà, exactement, et qui m'a parlé de Radio Vissou. Et d'ailleurs, il était pas du tout de la région, puisqu'il me demandait si on disait Vissou ou Wissou. Donc, c'est comme Waterloo et Waterloo. Exactement. Je lui ai indiqué que c'était Radio Vissou, et c'est lui qui m'a donné votre nom. Et c'est ainsi qu'on a pu se contacter. Alors, vous avez dit que vous intéressiez beaucoup à l'histoire. Vous avez des périodes de prédilection? Alors, j'ai plusieurs périodes de prédilection et j'ai assez récemment découvert, on peut dire, la période de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Alors, qui est celle qu'on trouve dans La Poulette et le Boulanger. Exactement. Et à vrai dire, j'ai découvert cette période à l'occasion du décès de mon père. Mon père était un homme très très âgé. Il est mort, il allait avoir 99 ans. Oui. Et bien entendu, dans des périodes comme celle-là, qui sont des périodes un peu difficiles, un peu douloureuses, on songe au passé. En plus, c'est le dernier de cette période-là qui soit décédé. Ma mère était morte quelques années auparavant. J'ai aussi très bien connu mes grands-parents qui, eux, sont nés non pas au siècle dernier, mais carrément au 19e siècle. Et j'ai eu envie comme j'étais assez troublé, assez ému, j'ai eu envie de faire revivre d'une certaine manière ces gens-là pour qui j'avais beaucoup d'affection. Alors, les faire revivre, la seule façon que j'avais de les faire revivre, c'était par le biais de l'écriture. Je n'ai pas cherché à faire une biographie de mes parents et de mes grands-parents parce que je n'avais pas d'éléments suffisants pour construire quelque chose. Donc j'ai voulu faire ça de manière romanesque. Et en m'intéressant à cette période, en accumulant de la documentation, j'ai
d'une certaine manière, découvert une période que je trouve absolument passionnante et qui n'est pas très bien, qui n'est pas très connue, qui n'est pas enseignée en tout cas, et sur laquelle il y a beaucoup de clichés. Alors il y a la légende dorée, le French Cancan, le Moulin Rouge, et puis il y a la légende noire, fourmis, courrières, les catastrophes, les lois scélérates, des choses comme ça. Et en fait c'est une période qui est extrêmement complexe, dans laquelle s'est construite la République telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui s'est construite de manière complètement empirique, parce qu'il faut bien se souvenir que la France, à l'époque, c'était pratiquement le seul pays républicain dans une Europe monarchique. Bien sûr. Et l'expérience de la France, eh bien, c'était Napoléon III, c'était Louis-Philippe, c'était Louis XVIII, et de très très courtes périodes de République qui n'avaient pas été très, très conclusives. Et alors cette République, elle s'est construite dans la douleur, on peut le dire, avec des débats qui étaient extrêmement vifs, même parfois des débats violents. Mais c'est ce qu'on connaît aujourd'hui avec la laïcité, la liberté de la presse, la liberté syndicale. C'est à cette période-là que ça s'est construit. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment là-dedans matière à faire du roman, à écrire des choses qui pouvaient intéresser les gens, sachant que je ne suis pas historien, je ne cherche pas à faire un livre d'histoire. Ce que je veux, c'est raconter des histoires. À travers l'histoire de France, en quelque sorte. Des gens simples, des gens du peuple. Voilà, exactement. Qui vivent les événements de cette période et qui cherchent, eux, surtout, eh bien, à survivre pour certains, ceux qui sont dans les couches les moins aisées de la population, et puis qui cherchent à s'amuser, qui ont des illusions, des désillusions, une vie sentimentale, etc., etc. Enfin, des gens comme nous, comme on a pu être quand on était jeune. Alors, lorsque vous parlez du début de la Troisième République, c'est vrai qu'elle est très très fragile à l'époque. Alors déjà, elle aurait même pu ne pas exister à cause du comte de Chambord. Mais le comte de Chambord voulait un drapeau blanc au lieu d'un drapeau bleu-blanc-rouge. Oui. Et c'est à cause de ça qu'il n'a pas pris le pouvoir. Oui, parce que on l'ignore, parce que quand on parle de la République, on parle du 4 septembre. Il y a beaucoup de rues du 4 septembre dans les villes en France, et on s'imagine que la République est arrivée naturellement le 4 septembre 1870, alors que la première Assemblée nationale qui a été élue après la guerre, la défaite contre la Prusse, était une assemblée monarchiste, avec une majorité de monarchistes qui avaient pour mission de rétablir la monarchie. Et la République ne s'est vraiment établie qu'à partir de 1876, quand il y a eu une assemblée avec une majorité républicaine qui a été élue. Mais même le premier président de la Troisième République, MacMahon, était lui-même monarchiste. Absolument, absolument. Il pensait donc donner le pouvoir éventuellement au comte de Chambord derrière. Oui. Et alors cet ouvrage, donc celui qui est paru au Lys Bleu, La Paulette et le boulanger. Alors le boulanger, on va parler du boulangisme. C'est une période qui est un petit peu oubliée aussi. Et c'est un apprenti dictateur, dirons-nous, qui aurait pu prendre le pouvoir très facilement. Car il était très suivi. Oui, c'est le général Boulanger. Ce qui est, quand on regarde cette période, quand on analyse cette période, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui font écho maintenant. Parce que le général Boulanger, d'une certaine manière, c'est le premier politicien populiste qu'on a pu connaître en France. Et puis, à cette période-là, on parlait déjà de scandale. Alors, il y a le scandale de Panama. Le scandale de Panama. Il faut rappeler ce que c'était. C'est les prémices du scandale de Panama. Bon, très peu de temps après, il va y avoir la vague antisémite terrible de l'affaire Dreyfus. En 1905, c'est la loi sur la séparation des églises et de l'État, et on n'arrête pas de parler en ce moment de la laïcité. Le petit père Combes, qui est oublié aujourd'hui, mais qui était un laïciste acharné, dirais-je. Oui, et donc finalement, tous ces débats,
ils sont encore ouverts aujourd'hui et ils traversent encore notre société et notre actualité. Alors, dans cet ouvrage, La Poulette et le boulanger, donc, alors, on voit certains événements politiques, mais il y a aussi une partie, donc, presque, dirais-je, sentimentale, entre guillemets, et partie meurtre. Oui, alors encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne cherche pas à écrire des livres d'histoire. Ce que je veux, c'est raconter des histoires. Moi, ce qui me passionne dans la littérature, c'est la capacité qu'elle a à nous transporter dans un ailleurs, qui peut être un ailleurs géographique ou un ailleurs temporel, ou même carrément un ailleurs complètement fantasmé, hein, dans les livres de science-fiction, de fantasy, ou dans les uchronies. Et c'est ce que je cherche à faire aussi bien dans mes romans que dans les polars. Et ce que j'essaye de faire, donc, transporter les lecteurs dans une autre époque, sachant que si je me contente de la vie quotidienne, hein, du pain qu'on émiette dans la soupe, par exemple, le soir, à cette époque-là, ça va vite devenir répétitif et il n'y aura plus de surprise. Et au deuxième polar, on se dira, bon, bah, ça va, il nous l'a déjà dit. Donc, pour réussir cet effet-là, ce que je cherche, c'est à me placer dans des années fortes, ou alors suivre un thème particulier. Et par exemple, dans La Poulette ou le boulanger, c'est pour ça que j'ai choisi 1888 et la crise boulangiste, parce que ça me permet, en faisant un mix entre l'histoire sentimentale d'une part, l'histoire criminelle et la grande histoire, eh bien de créer cette ambiance, de créer cette atmosphère dont j'espère qu'elle transporte le lecteur dans cette époque. Alors, pour la faire sentimentale, dirons-nous, il y a quand même quelque chose d'assez curieux, c'est que c'est une dame de la noblesse qui va se déguiser en ouvrière pour avoir un amant. Ça, c'est le petit côté on va pas trop dévoiler, mais c'est assez... On va pas dévoiler, oui. Enfin, ceci dit, c'est pas un mystère dans le roman. Disons que ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est une jeune femme qui est complètement corsetée dans le conformisme de l'époque, qui était particulièrement fort pour les femmes, qui avaient un rôle à jouer et qui ne devaient pas s'écarter de ce rôle. Et donc, cette jeune femme se révolte contre ce conformisme et la meilleure façon pour elle de se révolter, eh bien, c'est de s'inventer une vie parallèle en rencontrant un jeune homme, un ouvrier dans un bal populaire et en ayant une aventure sentimentale avec lui. Et il faudrait parler de la couverture de cet ouvrage qui est vraiment très belle. Et alors, on pourrait se croire soit dans Les Mystères de Paris d'Eugène Sue, ou soit dans même l'affaire de Jacques l'Éventreur à Londres. Parce que c'est vraiment, cette image est très très belle. Et comment cela se passe-t-il pour le choix des illustrations ? Alors ça, c'est avec l'éditeur. J'ai la chance, avec le Lys Bleu, d'être en contact, pas en contact direct, mais presque, avec un très très bon graphiste à qui je donne des indications. Donc là, j'ai parlé d'une jeune femme qui se trouvait dans une ruelle un peu sombre, un peu... Alors, il y a un fiacre au loin. Il y a un fiacre au loin. Il y a un personnage dans l'ombre. Inquiétant derrière. C'est moi qu'on puisse dire. Et il m'a fait une première proposition qui était presque celle-là d'ailleurs, sauf que le fiacre était remplacé par un véhicule automobile, ce qui n'était pas tout à fait d'époque. Donc je lui ai simplement dit, vous me remplacez l'automobile par un fiacre et ça sera parfait. Bien. Et est-ce que vous écrivez à des heures privilégiées ou ça peut être aussi bien le matin, l'après-midi ? Alors mon épouse vous dirait que j'écris tout le temps. C'est bien. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais disons que j'ai toujours sur moi un petit carnet, hein, d'ailleurs je l'ai amené, un carnet vert, dans lequel je note les idées qui me viennent. Quand je n'ai pas mon carnet, c'est sur mon téléphone portable, et ce qui fait que j'amasse un certain nombre d'idées, je laisse percoler, et quand je suis prêt,
à ce moment-là, je me mets devant mon ordinateur et puis j'écris. J'écris un chapitre. C'est en général dans l'après-midi. Est-ce que vous écrivez dans le silence complet ou est-ce que la musique vous inspire parfois? Ah non, moi j'ai besoin du silence complet. Parce qu'il y a des auteurs qui aiment bien, pour se mettre dans l'ambiance, avoir une musique de l'époque, par exemple. Oui, ça ne m'empêche pas d'écouter de la musique d'époque. J'ai acheté un certain nombre de CD de musique d'époque que j'écoute en gros pour me mettre en forme. Et une fois que je me suis mis en forme, après j'écris, mais là j'ai besoin du silence. Bien. Alors je rappelle que ce livre s'appelle La Poulette et le boulanger, Paris 1888. Donc l'auteur Hervé Devred. Alors on a parlé très très rapidement tout à l'heure du scandale de Panama, mais on ne s'imagine pas aujourd'hui ce que cela a été. Oui, ça a été quelque chose une véritable déflagration, parce que ça a ébranlé la République au point que véritablement on a pu craindre, et le général Boulanger qui est arrivé à ce moment-là a failli d'ailleurs emporter le morceau. On a pu craindre qu'il y ait que le système parlementaire qui avait été mis en place soit complètement balayé. Il était très sûr de lui, c'est à cause de ça qu'il n'a pas pris le pouvoir d'ailleurs. Oui, il était tellement sûr d'arriver au bout qu'il a repoussé toutes les avances qui ont pu lui être faites, et finalement il a fini de manière assez minable, on peut dire. Bah oui, bon, l'anecdote est connue, et la phrase de Clémenceau également, parce qu'il avait une maîtresse qui est décédée, et il a été se suicider sur la tombe de sa maîtresse. C'était en Belgique, si mes souvenirs sont exacts. Ça, oui. Et Clémenceau avait dit, il est mort comme il a vécu en sous-lieutenant. C'est quand même assez méchant. Oui, oui. Nous allons rapidement parler tout de même de l'autre ouvrage, alors Folles années, le difficile art d'aimer. Alors là, ce livre a quand même une particularité, c'est qu'il y a deux personnes principales, mais qui ne se rencontrent pas en fin de compte. Oui. Par contre, leurs destins sont intimement liés. À cause d'un événement qu'on ne va pas dévoiler ici, mais qui va les bouleverser tous les deux de manière complètement différente, qui va d'une certaine manière être un drame pour l'un des personnages, qui est l'une des personnages, on va dire, puisque c'est une jeune femme, et qui par contre va permettre à l'autre de rencontrer l'amour de sa vie. Et cette histoire commence durant la guerre de 1914-1918, et il ne faut pas oublier, puisque vous êtes du nord de la France, qu'une partie du nord et de la Somme, et même de l'Oise un petit peu, je crois, était occupée par les Allemands. Oui, et en particulier... Amiens, entre autres, était... Amiens était occupé par les Allemands. Là, je parle d'Armentières, puisque l'un des personnages principaux, qui est à l'époque était un jeune garçon, et d'Armentières. Et Armentières était sur la ligne de front, on peut le dire, ce qui fait que les habitants d'Armentières, une bonne partie des habitants d'Armentières ont dû partir, et ça a donné lieu à un premier exode qui est beaucoup moins connu que celui de 40, mais qui a été assez douloureux pour un certain nombre de personnes. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de Belges qui s'étaient enfuis vers la France. Oui, oui, oui. Bien, alors vous avez apporté d'autres livres dont nous aurons l'occasion de reparler à d'autres périodes, pour une autre émission, je pense. Un qui se déroule en 1873, un en 1883, mais je présume que vous avez un livre en préparation comme souvent. Alors il y a un livre qui devrait paraître au mois de septembre, je crois, ou peut-être à la fin du mois d'août, et qui s'appelle La Taverne du Bagne. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je cherchais en général à placer mes livres dans des années fortes. Là, c'est un livre qui va se dérouler en 1893. 1893, on est juste après les attentats de Ravachol. Ah. Et bon, l'héroïne... C'était la période où les anarchistes pratiquaient l'action directe, si on peut dire. Exactement. Et l'héroïne de ce livre, qui s'appelle Amandine, est une jeune femme qui fréquente un cercle de jeunes étudiants qui sont très attirés par l'anarchisme, dans un établissement qui a disparu, qui s'appelait la Taverne du Bagne, qui était tenu par un ancien communard
qui avait fait 10 ou 11 ans de bagne à l'île des Pins en Nouvelle-Calédonie et qui, en rentrant, a ouvert ce cabaret dans lequel on était servi par des personnes, enfin des serveurs qui avaient la tenue des bagnards, qui portaient sous le bras une grosse boule. Oui, enfin, qui était moins lourde quand même qu'un boulet, je pense. Oui. Et c'est une manière aussi pour moi de resituer dans une époque cette action. Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est votre première émission de radio. Comment faites-vous pour faire connaître vos ouvrages? Bon, il y a les salons, je présume. C'est essentiellement les salons. Je vais aussi frapper à la porte de certaines librairies et je remercie beaucoup l'Agora qui m'a permis déjà de faire 2 séances de dédicaces. J'ai également fait une séance de dédicace à l'Île aux Livres, qui est une librairie qui s'est ouverte à Châtenay-Malabry il n'y a pas très très longtemps et qui est une librairie qui est très très sympathique, très ouverte, dans laquelle il y a beaucoup d'événements comme celui auquel j'ai participé. Et puis j'ai aussi été frappé à d'autres portes, mais qui se sont à peine entrouvertes malheureusement. C'est l'inconvénient parfois. Voilà. Mais enfin je pense que nous aurons l'occasion de vous revoir ici. Alors je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que mon invité c'est Hervé Devred, qui a publié déjà un certain nombre d'ouvrages, parmi lesquels La Poulette et le Boulanger, paru donc aux éditions du Lys Bleu. Et nous avons brièvement parlé de l'autre ouvrage qui est Folles années, le difficile art d'aimer. Alors pour terminer cette émission, puisque nous avons le deuxième ouvrage dont nous parlons, ça se passe plutôt dans les années folles, nous allons écouter un Charleston. Je pense que ça va ensemble. Très bien. Merci encore à vous d'être venu aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli.
Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr